regrette beaucoup, mais Madame Varagnan, qui m'avait dit qu'elle viendrait, a les vœux de sa commune, qui est Bassillac, qui n'est pas très loin, mais à laquelle elle se devait d'assister, donc elle n'a pu se rendre, et je le regrette parce que c'est une personne très sympathique et très agréable, et qui a des choses à nous dire aussi. Et j'excuse aussi Monsieur Mérillou, qui n'a pu être présent, mais je les comprends, ils ont quasiment 500 communes, donc s'ils veulent être présents partout, c'est un peu compliqué. C'est comme sur notre comité de communes où il y a plusieurs vœux ce soir. Donc je vais essayer de faire le plus vite possible, mais je vais essayer de dire tout ce que j'ai à dire. Malgré le SNDE 24, alors tout ça, ce sont des acronymes qui ne vont pas vous parler beaucoup. Le SNDE 24, c'est le syndicat mixte des eaux de la Dordogne, et c'est un syndicat important. Et donc Jean de Maison, son premier vice-président, et donc président du SMAEP, syndicat mixte d'adduction à l'eau potable du Périgord-Est, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, je voulais remercier aussi Lionel Armagnan, qui est premier vice-président de SDE 24. Alors encore un acronyme, qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat des énergies de la Dordogne, et qui gère, je vais vous expliquer aussi après, et je vais leur demander d'intervenir rapidement. Je vais aussi remercier mes collègues maires et élus des communes voisines et amis. Alors je voulais saluer particulièrement Madame le maire d'Exideuil, que je remercie de sa présence, qui nous fait l'amitié de venir souvent à nos cérémonies. Nous faisons partie ensemble du réseau, si on peut appeler ça, ou tout au moins de la marque Petite Cité à caractère. Et nous voyons assez souvent, et je vous remercie, Madame Lacoste, vous êtes déplacée à Hautefort. Mais je crois que venir à Hautefort, c'est un plaisir. Donc voilà, merci. Je veux saluer le maire de Thonon, M. Blanchard, qui a l'habitude de venir, et puis je suppose que la plupart d'entre vous connaissent, puisque c'est un ancien habitant de Saint-Agnan, et son épouse, que je salue tendrement, est née ici. Donc voilà, donc merci. Monsieur le maire de Terrasson, qui représentait M. Verne, je voulais le remercier particulièrement. Donc Beauregard par M. Margagnan et Condin par Jean de Maison. Je voulais saluer aussi Madame le maire de Bafol. Je ne sais pas, oui, excusez-moi, je ne te voyais pas. Donc voilà, donc merci à vous d'être venus. Boisseuil est représenté par M. Patrick Lefebvre. Donc merci à tous. Si j'en oublie, excusez-moi, mais je crois avoir vu tout le monde. Mais voilà. Donc je voulais remercier aussi les présidents d'associations qui sont, alors certains sont présents. Merci au co-président de l'USH de s'être déplacé. Je crois qu'aujourd'hui ils ont eu une journée un peu lourde pour eux, parce que c'était la journée de vente des calendriers. Et je sais par expérience que ce sont des journées compliquées, lourdes et fatigantes. Mais bon, ils sont là, tout rayonnants, donc il n'y a pas de problème. Donc merci à vous, la présidente de la GIM, je crois que j'ai vu. Bonjour monsieur. Si tu voulais arriver tranquillement, mais c'est raté. Donc il représente le tir aussi, Stéphane. Donc voilà. Donc je voulais remercier donc, les présidents d'associations, ceux qui ne sont pas là évidemment aussi, les élus, les administratifs de différentes instances qui travaillent avec et pour nous, et vous tous, citoyens et amis de Haute-Force et Amiens. Alors dans cette liste non exhaustive, je voulais commencer par remercier nos agents communaux, qui sont les chevilles ouvrières de notre action et au plus près de notre population. Le pôle administratif en mairie, avec Bernadette Carré, que je salue de sa présence et que je remercie, elle est en vacances, mais elle est quand même venue, je ne la vois pas. Je ne sais pas où elle est. Ah, oh, elle s'est mise là, c'est loin, d'accord. Merci d'être venu, Bernadette, malgré les vacances, qui est notre secrétaire général. Et je voulais remercier aussi notre secrétaire Nathalie Gouvenet, qui s'occupe de l'accueil, de l'état civil, de l'urbanisme, etc. Et qui, malheureusement, n'est pas là ce soir, car elle est vraiment très malade. On l'a vu hier, c'est vrai qu'elle ne fait pas du cinéma. Donc on les remercie parce qu'elles abattent un boulot énorme, et on peut les remercier chaleureusement pour leur travail. D'ailleurs, il devrait y avoir une évolution dans ce secteur, car la masse de travail augmente de façon exponentielle, et c'est vrai qu'à force, les heures qui sont faites se dépassent un petit peu ce qui devrait être, donc on va sûrement revoir un petit peu toute cette organisation. Ensuite, il y a le pôle culturel. Alors, je m'excuse de ne pas être présente, mais elles n'habitent pas trop sur place, donc effectivement c'est compliqué pour elles. Mais je voulais remercier Philippine Martin qui s'occupe du musée,
qui a la gestion du patrimoine, de l'activité touristique et de la marque Petite Cité de Caractère. Je rappelle que l'entrée du musée est gratuite à tous les habitants de notre force italienne. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. D'ailleurs, je peux dire aussi, sans me tromper, parce que je vais remercier aussi M. Thomas McDonald, qui est secrétaire général de la Fondation du Château. Je peux vous dire aussi que l'entrée du château pour les habitants de Hautefort est toujours gratuite pour les seuls habitants. Donc n'hésitez pas à aller visiter le château, mais on va en parler après très certainement. Donc ensuite, il y a je le reprends, Caroline Copine-Géraud, pour la bibliothèque, la bibliothèque a subi une forte évolution cette année avec le doublement de sa surface et un panel important d'animation et de collection. Je vous engage à rendre visite à Caroline. Alors tout d'abord, là aussi je le dis, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Après, vous avez toutes les informations qui émanent de la bibliothèque et vous verrez que si vous rendez visite à Caroline, il y a une collection de bouquins, de DVD, de jeux, et j'en oublie très certainement, et je vous invite à y aller parce que ça vaut vraiment la peine de voir ça, surtout que maintenant c'est dans un cadre qui est très agréable. Donc voilà, des revues aussi, etc. Donc toutes les deux travaillent souvent ensemble pour les différentes animations telles que le Step Game. Alors Step Game, c'est un nom un peu particulier, mais c'est un jeu qui se passe dans le musée et c'est un jeu d'énigmes qu'il faut arriver à trouver. Et donc voilà, la récompense c'est d'avoir participé au jeu. Quoi, voilà. Donc c'est quelque chose de sympathique et que je vous engage aussi à faire. Alors là c'est pas payant par contre, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Et je voulais aussi saluer enfin dans les emplois Caroline Le Camus qui s'occupe de l'hygiène des bâtiments et qui connaît bien tous nos bâtiments maintenant par cœur et qui, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, sait le dire, elle a bien raison et je la remercie pour sa présence ce soir. Je ne sais pas où elle est, à côté, d'accord. Donc merci, je tiens tout particulièrement à les remercier pour leur action au quotidien, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur disponibilité. Donc merci beaucoup à elles. Ensuite, le service technique. Nous avons 4 personnes au service technique. Alors l'équipe est plutôt resserrée. Donc Thomas Lassor, Aldo Ramos, que je remercie pour sa présence. Alors Aldo Ramos, il est où Aldo? Là, t'es là. C'est lui le responsable de la décoration qui est à l'entrée de notre salle des fêtes. Donc, Luc, que vous connaissez, et qui est très disponible pour la commune, et je les remercie aussi, et André Bonnet. Donc, je veux saluer malgré tout André Bazenko, dont le contrat n'a pu être renouvelé, et qui a quitté notre collectivité au mois de novembre, et aussi Jean-Marc Chapeau. Là aussi, ce n'est pas une équipe très étoffée, mais ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour rendre notre commune la plus agréable possible. Je voulais aussi remercier les adjoints qui m'entourent et Sébastien Beck. Je voulais remercier toutes les associations qui font vivre notre commune par leur animation sportive, culturelle, intellectuelle, festive, artistique, mémorielle. Elles sont nombreuses et appréciées et nous essaierons de maintenir le niveau de nos aides, tant financières que matérielles. Le travail des bénévoles est très important et essentiel dans une commune et nous pouvons nous féliciter de les avoir et les remercier pour leur activité totalement désintéressée. Merci beaucoup à eux. Je voulais aussi remercier les personnels soignants qui œuvrent sur notre territoire, en particulier le SIAS, dont le personnel sillonne toutes nos routes et qui sont un réconfort et un soutien certain auprès des personnes âgées et ou en difficulté. Je voulais aussi faire remarquer aussi la maison de santé, devenue un lieu incontournable de notre commune, qui rassemble 2 médecins depuis 2020, les cabinets d'infirmières, dont 2 sont présentes et que je remercie de leur visite, cabinet de kiné également, sophrologue, un ostéopathe et 2 psychologues. Leur présence rassure et protège la population et rend évidemment, vous imaginez, d'énormes services. Ensuite, la maison de retraite Jacques-François Hautefort, qui accueille avec beaucoup d'empathie et de sens du service une 50aine de résidents, je crois que c'est 54 exactement. Merci aux personnes toujours engagées, très professionnelles, pour un travail difficile, et je voulais remercier aussi sa directrice, mais qui n'a pas pu être présente ce soir, mais je l'en excuse bien évidemment. Et je la salue, et je lui dirai, puisque nous avons les vœux jeudi prochain dans l'EHPAD. Ensuite,
Je voulais remercier les différents syndicats qui gèrent certaines compétences pour notre population. Alors, en premier, je citerai le SMAOP. Vous avez compris ce que c'est? C'est le syndicat mixte d'adduction en eau potable du Périgord-Est, qui gère l'eau potable sur notre territoire qui va de Salignac à Saint-Raphaël, en passant par Saint-Orse, Terrasson, Condat et évidemment Hautefort. Alors sa présidence est assurée par M. Jean Demédon, de Condat, qui est parmi nous et auquel je vais donner la parole. L'eau est un domaine sérieux dont on ne parle pas assez. Évidemment, on ouvre le robinet, l'eau coule, on referme le robinet, l'eau ne coule plus, et puis voilà. Quelquefois, il y a des petits problèmes, mais c'est géré assez rapidement. Donc c'est vrai qu'il faut quand même en parler, parce que des travaux importants se font tous les ans avec un budget maîtrisé pour la qualité de l'eau et le bon approvisionnement du territoire. Il faut bien le souligner. Je veux faire remarquer l'action de la société Veolia, qui a en charge de la gestion de ce réseau d'eau, mais aussi de l'assainissement, et qui se sera disponible dès que le besoin se fait sentir. Alors, je ne peux pas citer tous les acteurs de Veolia qui œuvrent sur notre secteur, mais merci à Florence, Karine, Julien, Jean-François, Aladi et tous les autres qui interviennent. D'ailleurs, je crois que Frédéric pourra leur faire la commission lundi, puisque lui, il est présent. Voilà, donc Jean, si tu veux intervenir. Alors, je vais donner la parole, comme je vous le disais, à Jean de Maison, le président du syndicat du Périgord-Est. Bien, merci Louis de me donner la parole. Bon, je ne vais pas être très long. Simplement donc rappeler que ce syndicat, donc, comme tu l'as dit, qui va de Salignac jusqu'à Saint-Raphaël, regroupe 37 communes. Je pense que courant 2025, eh bien, on aura le plaisir aussi d'accueillir une commune supplémentaire avec la commune de Tenon, donc M. Blanchard est ici présent, puisqu'il en a fait la demande et que cette demande a été validée par le comité syndical du mois de décembre. Voilà, donc un syndicat relativement étendu, 1000 km de réseau, 13 400, 13 500 abonnés. Donc le rôle du syndicat, évidemment, il est d'assurer la distribution et la production et la distribution de l'eau, mission qui est confiée en délégation de service public à l'entreprise Veolia. Mais le rôle du syndicat, c'est d'assurer tous les investissements nécessaires au renouvellement de réseau et à la structure de notre réseau. Et pour ce faire, on essaye de dégager tout l'argent possible pour cette mission. Pour 2025, par exemple, ce sera 1 300 000 euros qui seront engagés sur le renouvellement du réseau, c'est-à-dire remplacer des tuyauteries défaillantes qui cassent, des choses comme ça. On investissera également 80 000 euros sur un ouvrage qui est situé sur la commune de Bas-de-Folle pour le rénover, puisqu'il en a besoin. Et d'autre part, on a deux gros investissements qui sont en cours et qui, eux, sont plus dans la gestion de l'avenir. C'est la création d'un réservoir de tête sur la commune de Terrasson, lieu dit l'Estrade. Actuellement, on a un seul réservoir qui fait 400 mètres cubes. Là, on envisage de construire un nouveau réservoir de 700 mètres cubes qui va nous permettre de sécuriser l'alimentation en eau sur toute cette partie puisque de ce réservoir, on alimente toute la partie sud du territoire. C'est un investissement de l'ordre de 800 000 euros, donc qui va être réalisé courant 2025. Et d'autre part, il faut penser aussi à l'avenir, même si ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, ni sur l'année 2024, mais il faut penser à la ressource en eau pour les années à venir. Il se trouve que sur la partie sud du syndicat, nous avons plutôt des eaux de surface et que ces eaux de surface peuvent être sujettes lors des années très sèches à des problèmes de capacité. Et donc, c'est pour ça que le syndicat a engagé également un programme de recherche d'eau sur ce secteur. C'est également donc 250 000 euros qui vont être qui ont été proposés au budget 2025 pour faire un premier forage de reconnaissance, puisqu'on a délimité une zone.
Les hydrogéologues ont trouvé une zone qui serait plutôt favorable. Il faut maintenant faire un forage de reconnaissance pour vérifier les dires des spécialistes. Voilà, donc c'est au total, sur l'année 2025, 2 500 000 euros qui vont être investis par notre syndicat. Concernant la commune d'Hautefort, eh bien, on a fait également pas mal de travaux ces dernières années et on continue d'en faire. Sur le programme 2023, on a fait la route de la Genève pour 106 ou 107 000 euros. Cette année, sur le programme 2024, on fait les travaux à Beaulieu, travaux qui sont terminés, et dans les prochains jours, nous allons attaquer un gros chantier, donc avenue de l'Europe, et sur la route qui revient ici, où on va remplacer un gros tuyau acier 160 qui malheureusement casse régulièrement et qui est nécessaire de changer. Dans le programme 2025, d'autres travaux sont prévus, notamment sur la route du Buisson, où là on a également des soucis. On a beaucoup de réseaux fontes sur Hautefort, mais on a aussi cette fonte arrive à casser. Donc sur les 3 années, c'est plus de 500 000 euros qui auront été engagés par le syndicat, ne serait-ce que sur la commune d'Hautefort. Concernant le secteur, eh bien, on travaille également aussi sur la sécurisation de notre réseau, puisqu'on vient de mettre en service il y a quelques jours l'échange d'eau entre les forages de Tortoirac et la source des Michaux située à Saint-Ors. Il y avait une première échange qui pouvait être fait dans le sens Saint-Ors-Tortoirac, mais pour la fin de se sécuriser, on a modifié les installations. Là aussi, on a investi pour sécuriser, ça fait partie du programme qui est établi pour l'amélioration de la distribution de l'eau sur notre syndicat. Voilà. Donc, beaucoup de travaux. On a également fait avec, ça c'est le Veolia qui l'a fait, dans le cadre de notre contrat. Sur le secteur, on a nettoyé 14 km de réseau. On a beaucoup de réseaux fontes, donc cette fonte qui est parfois oxydée et qui provoque des eaux rouges. Je sais que ça pose toujours quelques soucis aux usagers. Cette année, on a nettoyé 14 km de réseau par des systèmes d'injection OR, et ce qui semble donner des résultats quand même satisfaisants, même s'il reste peut-être quelques points encore difficiles, mais qu'il faudra traiter également à l'avenir. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Simplement pour vous dire bien qu'on essaye de faire au mieux pour tenir nos installations en état, et même si il faudrait qu'on fasse plus de renouvellement, mais le coût des travaux est tellement important que le prix du kilomètre est quand même un kilomètre de réseau en moyenne, c'est entre 150 et 200 euros, hein, donc, le mètre. Il faudrait avoir ce chiffre en tête. Le mètre, oui. Voilà. Alors, chaque fois que vous faites un pas, vous allez dépenser 200 euros. Voilà. Donc, ça fait toujours bondir les gens quand je le dis, et malheureusement, c'est la réalité. Quand on est en ville, on est plutôt sur 300 euros. Quand on est en milieu tout à fait rural, on tombe entre 100 et 150. Mais en moyenne, on est pas loin des 200 euros. Voilà. Donc, c'est des sommes importantes. Et les coûts des travaux n'ayant pas diminué ces 3 ou 4 dernières années, eh bien, on est sur un taux de renouvellement qui est autour de 0,6 ou 0,7%, alors on devrait dépasser 1% en toute logique. Voilà. Et tout ceci, donc, avec une structure qui existe, qui a des frais de fonctionnement inférieurs à 5%. L'essentiel, on met tout l'argent que l'on peut sur le renouvellement de nos réseaux, mais comme je le dis, il faudrait pouvoir en mettre plus. Voilà, et c'est comme ça. On essaye de faire au mieux. Merci de m'avoir donné la parole. Donc évidemment, je représente tous mes vœux. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous en espérez, et qu'on retrouve, si c'était possible, un peu de sérénité dans cette période relativement troublée. Merci Jean de toutes ces précisions. Je crois que c'est important de préciser tout ça, et merci pour les travaux qui sont réalisés sur notre commune, voire sur notre
ancien syndicat qui était au Fort Saint-Orse, puisque Charles Cuba a sa part aussi de travaux, pas de folle aussi, mais toutes les communes. Et ça, je crois qu'il faut le souligner et le faire remarquer. Toutes les communes sont partie prenante dans tous les travaux dès qu'il y a quelque chose. Il y a eu Gabillou il n'y a pas très longtemps, qui est une petite commune, qui est très agréable, mais c'est vrai que aussitôt on fait les travaux qu'il faut. Donc merci à Jean pour la gestion de ce syndicat. Je voulais parler de SDE24 maintenant, qui gère le réseau électrique, le réseau gaz, l'éclairage public, la mobilité durable et participe à la transition énergétique. Il est présidé par Lionel Armagagnan, c'est notre secteur. Lionel, qui est maire de Beauregard, est le premier vice-président au niveau départemental. Alors, on voyait qu'aujourd'hui, on a deux, l'année dernière, c'était pareil, on a les deux premiers vice-présidents des deux syndicats les plus importants de Dordogne, à mon sens. Donc, merci à eux de venir à Hautefort. Si tu veux intervenir, Lionel, là aussi, le travail réalisé par les deux est très important. Il faut qu'on aille à l'Imera après, sinon on n'intervient pas. Comment ? Il faut qu'on aille à l'Imera, donc si Oui. on intervient, il faudrait qu'on le fasse maintenant, Lionel fera. Vous préférez intervenir Oui, tout de suite, maintenant ? oui. Bon, mais allez, Francine, on va changer notre cours d'histoire. Il y a d'autres vœux qui attendent. Oui, mais bon, on va s'adapter. Vraiment désolé, excusez-nous, mais on a d'autres vœux et on essaie de satisfaire un petit peu tous les maires. Voilà, donc moi je vais être très rapide, je vais essayer de vous parler rapidement du département. Donc le département, ça va être très compliqué, c'est déjà compliqué, ça va le devenir encore plus malheureusement financièrement, puisque c'est le fameux effet ciseau, de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes. Voilà, donc les recettes, elles sont aujourd'hui le département ne prélève plus de fiscalité, donc il n'a plus d'autonomie fiscale. La seule possibilité pour lui, c'est d'augmenter ses recettes, c'est via les DMTO sur lesquels il n'a aucune action. Donc les DMTO, c'est quoi? C'est les droits de mutation que les notaires, que l'État perçoit sur en fait les transactions notariales. Voilà, chaque fois que vous vendez un bien, il y a une partie qui revient donc au département. Voilà, donc ces DMTO se sont cassés la figure, ils étaient relativement élevés en 2022 suite au Covid, et donc de l'ordre de 91 millions d'euros. Et en 2024, ils ne seront plus que de 52 millions d'euros. Donc voilà, 40 millions, ça ne se trouve pas comme ça. Vous pouvez l'imaginer. Donc par rapport à ça, il y a eu une augmentation extraordinaire aussi des dépenses d'aide sociale, puisque vous savez que l'aide sociale représente 40% du budget du département, donc soit 287 millions d'euros aujourd'hui. Donc ces aides sociales ont augmenté considérablement, notamment du fait de l'augmentation de l'APA, puisque nous sommes, l'APA c'est l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. Et donc nous sommes un département, le troisième département le plus vieux de France, donc évidemment on a un certain nombre de personnes âgées. Donc de ce fait, l'APA aujourd'hui va atteindre les 100 millions d'euros, du jamais vu, et également du fait de l'augmentation de la deuxième poste d'aide sociale qui est important dans notre département, qui est l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui va atteindre 85 millions d'euros cette année. Voilà, donc notamment du fait des frais d'hébergement des enfants, puisque ces enfants qui sont sous tutelle et qui sont sous la responsabilité du département, et il faut les nourrir, il faut les loger et il faut les habiller. Voilà. Par rapport à ça, le budget du SDIS, c'est bien naturel, va être augmenté de 3% pour atteindre 1,7 million cette année. Également, dans les dépenses qui auront été faites sur 2024, il y a eu 35,5 millions sur les routes, dont 10,8 millions en entretien et 24 millions pour les investissements. Concernant toujours les compétences obligatoires du département, il y a également les collèges, donc 4,3 millions d'euros auront été investis cette année sur les collèges. Voilà pour les compétences obligatoires. Ensuite, il y a également la fibre, donc ici bien sûr à Hautefort, la fibre est arrivée. Donc le département sur 2024 a mis 10 millions d'euros, mettra sur 2025 7,5 millions d'euros. Il y aura à peu près, à l'issue de 2025, 225 000 prises. Donc aujourd'hui, on en est à 110 000. Donc on espère atteindre 225 000 à la fin de l'année 2025. Voilà, donc la fibre aura représenté, une fois que tout le département aura été fibré, 60 millions d'euros d'investissement pour le département. Donc c'est évident que c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre développement économique, puisque pour l'implantation d'entreprises, il est clair qu'il faut effectivement avoir
volontaire d'être rapidement et le plus rapidement possible. Et également, comme on est en patrimoine touristique, en activité touristique, pour les gîtes, c'est important effectivement d'avoir aussi un accès rapide à Internet. Donc la fibre, c'est quelque chose qui est important pour notre département. Ensuite, je vais revenir donc, sur les difficultés financières du département. Pour la première fois depuis son existence, je pense, du département, la CAF, la capacité d'autofinancement nette, donc c'est-à-dire recettes moins dépenses moins emprunt, va être négative. Voilà, donc ça veut dire en fait qu'on dépense plus que l'on gagne. Donc vous pouvez comprendre que ça ne va pas durer. Donc face à ça, donc le département a décidé malheureusement de réduire 30% les aides données donc, au monde associatif. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'associations à Hautefort. Voilà, malheureusement, donc il va falloir effectivement voir comment on pallie. Monsieur le président de la communauté de communes vous en dira deux mots tout à l'heure. Donc le tissu associatif est important pour nos petites communes. Il ne faudrait pas effectivement que certaines associations disparaissent suite à ces problèmes-là. Ce n'est pas une compétence obligatoire du département et aujourd'hui, face à ces difficultés, le département est obligé de se recentrer sur ses compétences obligatoires. Face à ça, il y aura une économie qui sera faite aussi au niveau des frais généraux du département. Le département a été aussi le non-remplacement des agents à hauteur de 40 personnes par an. Donc c'est tout ça pour diminuer bien évidemment la masse salariale. Voilà. 40 agents par an, donc c'est important quand même. Voilà, et enfin, donc, il y a eu le report donc, de certains projets d'investissement qui ne verront pas le jour, hein, parce que effectivement, c'est compliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau financier. Je vais revenir sur le dernier point qui n'est pas des moindres, que tout le monde connaît, c'est Benac. Ouais. Donc on ne peut pas parler. Voilà, donc on ne peut pas parler de la situation du département sans vous faire un point très rapide sur Benac. Alors, Benac en 2023 donc, a été un arrêté a ordonné donc, notamment la liquidation de 489 000 € d'astreinte, puisque vous savez que le département a été condamné à démolir, que la démolition, on va dire, il y a un brin de démolition qui a été fait, mais c'est pas, pour l'instant, c'est encore pas acté comme une œuvre qui a été démolie, puisque c'est juste la route qui passe à côté, et ce n'est pas les piles qui ont été démolies à ce jour. Donc, pour l'instant, en 2023, le département a payé 489 000 € d'astreinte. Aujourd'hui, on est à 5 000 € par jour. Et le 16 avril 2024, la Cour administrative d'appel a ordonné encore le département à payer 1 433 000 € d'astreinte. Donc aujourd'hui, si vous faites le calcul, on a payé 2 millions d'euros d'astreinte. Donc sur ces 1 433 000, 933 000 sont revenus à l'État, 500 000 sont allés aux associations d'opposants et les premiers 489 000 € sont allés aux associations d'opposants. Donc ils ont un peu plus d'argent voilà, pour continuer les concours, effectivement. Le 5 novembre 2024, le préfet a donné son accord pour le lancement, donc, notamment donc, de la boucle multimodale, c'est-à-dire c'est le nouveau projet qui ne se limite pas au contournement de Benac, mais qui va beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on appelle la boucle multimodale, donc, il y a une gare, la gare de Ferrac, il y a différents châteaux qui sont desservis par cette boucle avec notamment des pistes cyclables, des aménagements. Voilà, donc ce projet coûtera 51,2 millions d'euros. Donc, on en arrive à une situation que je vais qualifier d'absurde, à savoir que le préfet donne son autorisation pour un nouveau projet qui repartirait sur les piles, évidemment, qui réutiliserait les ouvrages existants, évidemment. Et parallèlement à ça, il y a encore des recours en justice qui continuent à courir sur la démolition. Donc, il se peut que la justice tranche et ordonne la démolition, auquel cas il faudra démolir pour reconstruire sur le nouveau projet donné par nous. Voilà. Donc, on est... Ouais, il y a trois recours qui sont déjà déposés. Alors, je vais vite, je ne donne pas tout parce que j'en ai même pour demain. Donc, moi, je vous dis, suite au prochain épisode, malheureusement, concernant Benac. Voilà, et nous, c'est aujourd'hui, bien évidemment, le dénouement.
Voilà ce que je tenais rapidement à vous dire sur le département. Je vous présente mon nom personnel mes meilleurs voeux pour cette année 2025 qui s'annonce compliquée. Voilà, mais bon, vous savez, avec de la ténacité, du courage, on arrive à tout et on sait s'adapter. Et je suis sûre que vous saurez s'adapter au même titre que tous les élus qui sont là. Voilà, et il me reste deux choses à vous dire pour ceux qui sont arrivés en retard et que j'ai pas eu l'occasion de distribuer. Donc, deux invitations. La première, le 23 janvier, pour les vœux de la communauté de communes à Terrasson. Et le 30 janvier, pour nos vœux, à Dominique Bousquet et moi-même, en notre nom personnel, nous serons heureux de vous recevoir au Lardin pour terminer cette cérémonie de vœux, puisque ça sera le 30 janvier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le maire, de nous avoir donné cette info. Merci. Merci, Francine. Je voulais faire remarquer une petite chose sur Bénin. Non, tu peux venir, Dominique. Les deux fois où le préfet a signé, c'était la préfète, Madame Baudouin-Claire, je crois, 3 jours avant de partir. Et cette fois, 3 jours avant de partir aussi, monsieur le préfet a signé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Enfin, voilà. Tu as raison. Alors, je passe la parole à monsieur Dominique Bousquet, en qualité de président de la communauté de communes, si je peux m'amuser. Merci Jean-Louis, et puis excuse-nous vraiment. C'est comme ça, parce que une réunion. voilà, on va savoir si on sera condamné ou pas. Mais c'est vrai qu'on a promis d'aller à Limera aussi, et il y a des soirs où il y a 3-4 vœux, donc c'est très compliqué. Ce matin, on a fait Bicébor, on a fait Biac, voilà. Donc je vais être rapide. Ok. Donc d'abord tous mes vœux, santé, bonheur à tous et à toutes. Les vœux, ça fait 40 ans que j'essaye de lire des choses. Et très souvent, c'était des vœux optimistes. Quand on vient vous voir, c'est pas pour vous dire que tout va mal et qu'on ne sert à rien et qu'on ne peut rien faire. Donc c'était des vœux optimistes et qui dessinaient un avenir qu'on voulait être heureux et qu'on voulait participer à une meilleure qualité de vie et d'attractivité du territoire. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué, vous l'avez compris, quelles que soient les collectivités. Donc ce sera des vœux volontaires, de volontariat, tu l'as dit Francine, on va continuer à se battre, et des vœux vraiment de prise en compte des difficultés des uns et des autres, que ce soit les collectivités, les mairies, que ce soit les associations ou que ce soit les particuliers. Donc, quelques mots sur ce qui a été fait en 2024, qu'est-ce qu'on envisage à 2025 et comment. Alors, on a, je me répète un peu souvent, dès cette année, on a poursuivi l'action de la communauté de communes avec 3 priorités. Un, c'était l'économie. Donc ici, on a acheté une zone que petit à petit, on espère qu'il va se remplir. Il y en a une à Tenon, il y a une à Terrasson, donc on a acheté pas mal de fonciers qu'on va remplir et qu'on a d'ailleurs les premiers résultats, surtout sur Terrasson, où on a installé Mondial Relais, TRS, où je ne vais pas développer, mais on continue à développer. Sur Tenon, on a aussi des terrains. Alors on se bat souvent contre des contraintes fortes, qui sont des fois environnementales, qui sont archéologiques, où il y a des fouilles préventives qui retardent les dossiers, mais je ne vais pas développer, même si ça me met en colère, qu'il y ait des entreprises qui attendent pour s'installer, et que nous on attend et les fouilles et les résultats de la DRAC. Après on a le fonds économique qui permet d'aider à l'installation, c'est le fonds d'amorçage d'un certain nombre d'activités commerciales, artisanales, et des aides au développement du foncier, après le foncier, de l'immobilier d'entreprise à tous ceux qui se développent. Et ici, il y en a eu pas mal sur Hautefort. Donc ça, c'est l'économie. Après, c'est les services à la population, qui, si on veut que notre territoire soit attractif, tu as parlé de la maison de santé. Alors la maison de santé, elle est indispensable, c'est un élément important, mais financièrement, il y a toujours quelque chose à rajouter. On n'arrête pas, à la communauté de communes, de faire des mandats, des chèques. C'est indispensable et ça va commencer à devenir équilibré. Et c'était loin de l'être. Quand il n'y avait pas de
un médecin, il ne payait pas de loyer. Il nous manque aujourd'hui un dentiste et on a fait les travaux du local, la communauté de communes, et on cherche un dentiste. Sinon, toutes les autres professions sont importantes et à terme, donc il y aura une secrétaire qui sera à plein temps et qui permettra une meilleure gestion et qui sera pris en salaire par la communauté de communes pour gérer ce projet de développement. Donc, dans d'autres endroits où il n'y a pas de maison de santé, c'est le financement par la communauté de communes des cabines de télémédecine. Voilà, c'est important qu'on puisse répondre aux besoins médicaux. Après, tout est de plus en plus compliqué de dématérialiser, c'est les francs de service qu'on a installés et qui là aussi coûtent un peu d'argent, même si l'État nous accompagne. Il y a 3 francs de service, Terrasson, Hautefort, Tenon en fixe et un franc de service itinérant. Donc c'est un dossier qui revient à 130 000 € par an pour la communauté de communes, malgré les aides. Les centres d'accueil de loisirs, Val-Folle, c'était pas gagné quand on a lancé ce dossier, et c'est à peu près 300 000 € que met la communauté de communes, pas que sur Val-Folle, c'est Val-Folle, Terrasson et Tenon, c'est à peu près 300 000 €. Voilà, le service habitat, qui, alors là, même si on y met pas mal d'argent et si c'est indispensable, on a souvent quelques réclamations parce qu'il y a beaucoup de dossiers en instance. On a fait plus de 100 dossiers cette année. C'est 1,5 million de travaux qui ont été générés par les subventions qu'on a données, qui sont importantes. Et donc c'est 250 000 € qu'on met par an sur le service habitat. La fibre optique, on a dit aussi, c'est 150 000 € que met la communauté de communes par an, à côté des sommes importantes qui se chiffrent en millions. Les aides à domicile, tu en as parlé, il faut se féliciter et être très reconnaissant de tout le personnel qui travaille en aide à domicile et en portage de repas. Mais c'est 500 000 € par an que met la communauté de communes pour équilibrer les comptes de ce budget. L'aide à la mobilité, c'est l'opération nouvelle. Tout ça, c'est ce qui est fait dans l'année, qui a été créé cette année. L'aide à la mobilité va démarrer avec du covoiturage solidaire et des voitures en autopartage. C'est le deuxième volet de nos actions. Et le troisième, c'est l'aide aux communes. Jusqu'à présent, on a donné des fonds de concours uniquement pour la défense incendie. Et on accompagne les communes dans la recherche de financement. On a un pôle ingénierie à la communauté de communes qui travaille avec des services. Il est là, c'est Romain Salucci. Il y a le PNU, l'urbanisme, il y a M. Malo ici qui vous poser toutes les questions une fois qu'on sera parti. Nous vous donnons les réponses et nous on ne sera pas engueulés. Voilà, puisque le pire de ce PNUI, c'est qu'on ne seront constructibles entre 2021 et 2031 que la moitié de ce qui a été pris comme constructible entre 2010 et dans 2021. Donc on va être obligé de vous expliquer que certains terrains que vous souhaiteriez constructibles ne le sont pas. Alors on ne va pas développer, ne vous inquiétez pas, on se bat tous les jours avec des bureaux d'études contre ces dictates de l'État qui sont pleins de paradoxes. On nous finance au niveau de l'économie par le processus robot industriel, plan de revitalisation des futures zones d'activité qu'on veut nous aider à aménager, et parallèlement on nous dit qu'on ne peut pas imperméabiliser les hectares. C'est le zéro artificialisation nette et plus un peu de fouille préventive. Voilà. Donc voilà tout ce que l'on fait et qu'on a développé avec les francs de service, le troisième en 2024, la politique habitat. En 2025, on cherchera pas à créer de choses très nouvelles, mais à améliorer et à rendre plus efficace ce qui est déjà fait depuis quelques temps, et particulièrement depuis 2024, puisqu'on a rendu pas mal de services à la population. C'est le fonds économique qui va être augmenté, c'est le fonds de défense incendie, c'est la capacité des centres d'accueil de loisirs, parce que ce qui marche tellement bien qu'on refuse les familles, et là aussi, tout en y mettant de l'argent, on entend des réclamations. C'est le centre social de Tenon qui doit être repensé avec sa partie insertion et la partie centre social. Donc en gros, on va essayer de rendre plus efficace ce que l'on fait déjà en 2025 et notamment réfléchir à des fonds de concours aux communes.
Et à la vie associative, tu l'as dit, et Francine l'a dit, les associations verront leur subvention baisser en moyenne de 30%. Donc on va voir si on peut compenser, parce que les associations, elles ont des fois du mal à vivre malgré les aides des communes. Et ici, il y en a beaucoup, et on fait pas mal d'aides aux différentes associations culturelles, sportives du territoire, que je ne vais pas énumérer. Alors tout ça, si on ne veut pas être comme le département dans quelques temps, si on ne veut pas être comme l'État qui cherche 60 milliards et le département qui a une épargne nette négative, la CAF négative, eh bien, il faut des recettes supplémentaires. D'autant plus que l'État fait les cadeaux et les fait payer aux collectivités. Et tout ça est remplacé par des dotations qui sont à la baisse en permanence. Voilà, donc ça devient très compliqué. Donc, et on a quelques règles alors, qui ne font pas vraiment plaisir à la population. On a quelques règles, mais que j'assume totalement. Quelques règles qui veut dire que lorsqu'on crée un service nouveau, ou est-ce qu'on l'amplifie, ben, il faut que la dépense nouvelle soit financée par une recette propre, sans faire de la cavalerie, ce qu'on a fait les premières années pour créer les services, puisqu'il y avait des transferts de compétences, mais il n'y avait pas de transferts financiers. Aujourd'hui, on a équilibré les comptes, et toute dépense de fonctionnement, je ne parle pas d'investissement, mais toute dépense de fonctionnement créée nouvelle doit avoir les recettes. En 2022, et ça s'est passé à peu près sans trop de réclamations, on a augmenté le foncier bâti sur l'ensemble de la communauté de communes. On l'a augmenté, le taux était de 2,95, on est passé à 3 et quelques. Voilà, donc ça c'était une augmentation d'1,5 point, mais qui était sur des sommes qui étaient relativement faibles, et ça a été assez dehors. De 2,95, on est passé à 4,39. Parallèlement, l'État continue cette année à supprimer la CVAE, et dans le milieu économique, c'est particulièrement vrai depuis la réforme de la taxe professionnelle, et c'est un débat national d'ailleurs que vous entendez entre les deux bords de l'hémicycle. Ceux qui disent qu'il faut faire payer le monde économique, voire les riches, et ceux qui disent non, si on veut développer le pays, il faut continuer à baisser les charges. C'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que quand on baisse les charges aux entreprises, et je suis très bien, de façon importante, c'est plus compensé pour nous. Un exemple, on était en ZRR, zone de revitalisation rurale. Aujourd'hui, les ZRR sont supprimés et remplacés par une FRR. La seule différence, c'est qu'avant, quand on exonérait de CFE, qui est la contribution foncière économique, les gens qui s'installaient pendant 5 ans, c'était compensé à la communauté de communes. Aujourd'hui, on a le droit de prendre une délibération en disant que cette mesure d'exonération fiscale existera toujours, mais elle n'est plus compensée. Donc c'est 80 000 € par an. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, eh bien, on a une compensation qui est de la TVA. Là, il manque 200 000 €. Et je pourrais vous en donner une liste importante de fiscalité remplacée par des dotations par l'État qui ont fait des exonérations, la taxe d'habitation aussi en particulier, la taxe professionnelle. Moi, quand j'étais veto, je payais 20 000 € par an jusqu'en 2011, et après j'ai payé quelques milliers d'euros. Donc à l'époque, on en a tous profité, mais c'était compensé par l'État, par des dotations d'État. Et on revient dessus, donc on est bien obligé d'équilibrer nos comptes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pris une mesure qui fait pas mal de bruit, qui est l'augmentation de la CFE pour ceux qui étaient soumis aux bases minimum. La CFE, c'est une base multipliée par un taux. Il y avait 95% des entreprises qui étaient au régime général et 5% qui étaient au régime des bases minimum. Alors dans ces bases minimum, il y a certes des auto-entrepreneurs et des gens qui ont des revenus et des chiffres d'affaires faibles et qui payaient 300 € de base. 300 € parce que leur base était très basse. Et ces bases sont fixées par la communauté de communes. Mais on allait aussi jusqu'au cabinet de médecins, d'avocats, d'architectes, qui payaient aussi 300 € avec des chiffres d'affaires de 500 000 €. Donc on a augmenté de façon importante. C'est même pas augmenté, puisque c'est des taux qui sont multipliés par... C'est des montants qui sont multipliés jusque par 10 pour certains. Mais pour nous, 300 €, ces 5% ne correspondaient pas à la réalité.
Donc, et pour financer le fonds économique de 250 000 € dont je vous ai parlé, qui leur revient à eux. Quand on a augmenté le foncier bâti, c'était pour financer le service habitat qui revenait à l'habitat. Et là, on a augmenté les bases minimum. Et au lieu de payer 300 €, aujourd'hui, ça s'échelonne entre 600 et les plus gros, au-dessus de 500 000 € de chiffre d'affaires à 2005. Donc voilà l'explication pourquoi cette CFE, pour 5% de la masse imposable des bases, a été augmentée de 5%, elle est passée à 15%. Aujourd'hui, les bases représentent 15%. Les bases aussi des autres ont diminué de façon considérable et remplacées par des dotations, mais j'arrête. Et là, on a perdu 4 millions de bases qui ont été remplacées par une dotation, mais la dotation, ils nous les créent chaque année. Voilà les choses qu'on fait, les objectifs qu'on s'est donnés, avec l'économie, les services à la population. Je vais donner toute une liste, mais là, je ne pourrai plus en créer d'autres, sinon on n'arrivera plus à s'en sortir. Et par contre, l'aide aux communes, où là, il va peut-être falloir qu'on continue un petit peu à mettre des fonds de concours. Il y a une réflexion qui va avoir. Et tout ça, avec la fiscalité qui n'a pas bougé dans ces grandes masses, sauf pour une partie de la CFE qui était touchée par les bases minimum. Donc voilà ce que je voulais vous dire de la façon la plus transparente possible, en vous souhaitant, alors ça ne coûte rien, mais c'est avec le cœur, une bonne santé, beaucoup de bonheur, et dans ce monde qui est difficile, de garder l'espoir. Et puis merci à tout le personnel de la commune, qui fait vivre chaque commune, le personnel de la communauté de communes qui est à votre disposition. Ils sont deux, là, l'urbanisme et l'habitat. Et merci à tous les maires qui jouent le jeu sur un projet de territoire. Donc, bonne année et merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Francine. Vous saluerez le maire de Liméra-Bordeaux et vous lui direz qu'il pouvait le faire en notre jour. Voilà. Non, mais nous, c'est d'habitude qu'on fait là. L'année prochaine, peut-être pas, parce que là, ça sera un peu trop. Donc voilà, donc merci. Alors, je vais reprendre le fil conducteur, si j'y arrive, de ton intervention, évidemment. Donc je parlais de SDE. Donc alors, je vais me reposer encore. Je vais demander à Lionel, alors vous avez bien compris, il est le premier vice-président de l'SDE 24, au syndicat des énergies, et il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait sur notre territoire. D'ailleurs, je veux le remercier, parce qu'ils font souvent les réunions du territoire, c'est territorial, ce que vous appelez ça, non? Oui, réunion territoriale à Hautefort dans cette même salle, et pour nous c'est un plaisir évidemment de recevoir ce syndicat. Donc Lionel, si tu veux. Merci Jean-Louis, bonsoir à tous. Je sais ce que tu vas dire. Bon, allez, bon courage. Donc c'est un syndicat qui regroupe la totalité des communes du département. Donc c'est quand même une petite structure, puisqu'il y a 65 agents qui travaillent au SDE 24. Il y a 15 secteurs énergétiques, dont un qui est au Vézère, la Bachellerie, dont fait partie effectivement Hautefort et dont je suis le vice-président. Le SDE 24 est bien sûr, il y a un président qui est Philippe Dussel, voilà, qui gère le syndicat. Je dirais que c'est un syndicat qui est, comme l'a dit Jean Desmaisons, qui consacre l'essentiel de ses ressources à l'investissement. Nos charges de fonctionnement sont quand même très minimes, puisque je dirais, on investit, on est le deuxième investisseur du département, avec 37 millions de travaux, je dirais, réalisés chaque année sur l'ensemble du département, ce qui n'est pas rien. En Dordogne, juste à titre d'information, il y a 25 800 km de réseau électrique. 25 800 km de réseau électrique. Moyenne tension et basse tension. Dont 14 000 km de basse tension, celle qui arrive jusque chez vous. Voilà. Donc, plusieurs compétences au SDE. La principale
évidemment, ce sont les réseaux électriques. Donc la gestion du réseau est confiée à Enedis au travers d'un contrat de concession qui a été renouvelé en 2020 pour une durée de 30 ans. Voilà, donc c'est Enedis qui gère effectivement toutes les pannes sur le réseau. Comme pour le syndicat d'eau, le syndicat assure l'essentiel de l'investissement, en particulier sur tout ce qui est réseau basse tension. La moyenne tension, au travers du contrat de concession, est réservée à Enedis. Voilà, donc c'est sur les réseaux, le SDE investit 28 à 30 millions à peu près par an pour le renforcement des réseaux lorsqu'il y a des baisses de tension, pour la sécurisation, les extensions, mais aussi des effacements. L'enfouissement des réseaux progresse, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est important, notamment avec les tempêtes qu'on peut avoir. On enfouit à peu près 2,5% du réseau par an. Donc aujourd'hui, on a, tout confondu, on a 11 000 km de réseau enfoui sur le département. Deuxième compétence, l'éclairage public. Donc ça, c'est pas la moindre, puisque l'éclairage public en Dordogne, à part la ville de Périgueux qui est indépendante, c'est 80 000 points lumineux sur la Dordogne. Donc ça représente un parc quand même relativement important. Là aussi, on investit avec les communes, puisqu'il y a une participation des communes. Entre 10 et 12 millions de travaux par an sont réalisés en éclairage public. Voilà. Donc la priorité aujourd'hui en éclairage public, elle est donnée à la modernisation du parc et à la sobriété, effectivement, parce que voilà, aujourd'hui, les charges électriques ayant augmenté, les communes veulent réduire effectivement les factures, et c'est bien légitime. Il y a très peu d'extension de réseaux d'éclairage public. Ça a été la grande mode à un moment donné de beaucoup. On voulait éclairer tout partout. Souvent les années avant les élections municipales, on voyait fleurir des lampes électorales un petit peu partout dans les villages. Bon, ça s'est quand même bien calmé maintenant parce que effectivement ça coûte relativement cher aux communes. Voilà, donc la prochaine étape, je dirais, pour le syndicat va être effectivement le remplacement des ampoules sodium. Une mauvaise décision nous est tombée dessus, c'est que effectivement le sodium, les ampoules sodium vont être arrêtées, la commercialisation sera arrêtée en 2027. Donc on a aujourd'hui 60-70% du parc à peu près qui est en sodium. Donc vous voyez un petit peu la problématique que ça va pouvoir générer derrière. Donc on a la chance d'avoir la société Philips qui a mis au point une lampe, des lampes de type LED qui vont pouvoir remplacer le sodium, mais qui sont 4 fois plus chères, puisqu'une ampoule pour l'éclairage public ça coûte 10 €, une ampoule LED c'est 40 €. Donc c'est pas tout à fait le même prix. Bon, évidemment, ces ampoules LED consomment 3 fois moins, ce qui sera quand même assez intéressant. Donc, on pourra muter 20 000 points lumineux en Dordogne. Donc, vous voyez, 20 000 multiplié par 40, ça fait quand même 800 000 € d'ampoules à acheter. Et surtout, il faut les poser. Donc, ça, c'est quand même pas une petite affaire. Et là, très rapidement, je pense que sur le budget, on va engager des nouvelles dispositions pour faire ce qu'on appelle du relamping au niveau des points lumineux. Voilà. Donc, ensuite, au niveau de l'éclairage public, toujours, mais il y a le dépannage, qui n'est pas une petite affaire non plus, puisque nous gérons en régie, je dirais, on a 3 sites en Dordogne, et nous gérons les dépannages, et c'est quand même plus de 3000 interventions par an qui sont réalisées par la régie 24, qui vient en fort, et je pense que les maires sont très satisfaits des interventions des agents. La troisième compétence, les bornes de recharge des véhicules électriques. Voilà, donc il y a 493 points de recharge en Dordogne. Le réseau a été bien implanté. Je pense que Yves Moreau y avait contribué en son temps. Donc avec des bornes de recharge qui sont bien réparties sur le territoire, mais qu'il va falloir, je dirais, encore démultiplier en partenariat avec le privé, parce que là où il y a des bornes de privé, est-ce que le public a intérêt à venir? C'est pas sûr du tout.
Donc là aussi, je pense on va réfléchir à de nouvelles implantations de bornes dans les années à venir. La quatrième compétence, c'est la transition énergétique. Et là, on a un service qu'on appelle bas carbone aujourd'hui, qui accompagne les communes dans tous les projets de rénovation énergétique des bâtiments, au travers des études, et surtout un grand plan qui a été développé pour notamment les économies d'énergie, la modernisation des chauffages et la sobriété énergétique des écoles. Voilà un petit peu tout ce que fait le SDE. Alors pour Hautefort, parlons de Hautefort parce qu'on est à Hautefort, donc c'est quand même, voilà, donc Hautefort on a réalisé, j'ai envie de dire enfin, la deuxième tranche de la Genève. Bon voilà, donc ça c'est fait, 110 000 €, vous voyez, pour l'effacement du réseau, ça vous donne un peu une idée du coût de ces travaux. La commune a suivi avec le France Télécom pour 41 000 €, là aussi, vous voyez que c'est pas neutre pour une commune, parce que voilà, bon après, c'est quand même intéressant pour le cadre de vie de ne plus avoir de câbles qui traînent un peu partout. Voilà, on a fait une extension de réseau, voilà, pour 16 000 €. Et la commune de Hautefort s'est engagée aussi dans la modernisation de son parc d'éclairage public, puisque la vétusté n'était pas importante à Hautefort, mais il y avait quelques points lumineux, donc 8 points lumineux vétustes sont en cours de remplacement. Et il y a 5 armoires aussi qui vont être mises en conformité, tout ça pour 18 000 €. Voilà, alors, Hautefort-Saint-Agnan, c'est une commune bien éclairée, comme son maire d'ailleurs. Donc, 310 points lumineux. Vous avez 310 points lumineux. Voilà, donc, bon, il y en avait 8 de vétustes, je l'ai dit, mais mon cher Jean-Louis, il y en a 178 qui sont dans un état moyen. Et qu'il va falloir. Et le problème, c'est que quand c'est un état moyen, à un moment donné, ben, ça vieillit. Voilà, donc ben, il va falloir, dans les années à venir, penser certainement à poursuivre la modernisation du parc, et le SDE sera là pour vous accompagner. Voilà. Ben, écoutez, j'ai terminé. Bonne année, bonne santé, un peu plus de paix dans ce monde. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci. C'est toujours très intéressant de ces interventions. Merci, ça précise un petit peu l'activité de ces deux syndicats, c'est important. Le syndicat suivant, c'est la SND3 qui s'est substitué au SNECTOM de Thiviers, qui gère la collecte et le traitement des ordures ménagères. Bon, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais si vous voulez, on verra après. Mais je répète, de toute façon, je suis un peu têtu, mais je répète ce que j'ai déjà dit l'an passé. Je ne cautionnerai pas les incivilités que nous voyons tous les jours, ou presque, au pied des points d'apport volontaires. C'est intolérable et inacceptable. Et c'est totalement contre-productif. Cela nous procure à nous, communes, une charge de travail supplémentaire dont nous n'avons pas besoin, je peux vous l'assurer. Et les deux agents techniques qui sont ici peuvent en témoigner. Je rappelle, je l'avais fait aussi, mais je rappelle, ça vaut toujours la peine de le faire, mais tout le monde le sait maintenant, je pense, il faut avoir une carte pour ouvrir les conteneurs pour les sacs noirs. Et leur détention est obligatoire. La demande doit être faite auprès du SND3. Des imprimés sont disponibles en mairie si vous le souhaitez. Il y a encore quelques personnes qui ne l'ont pas fait. Ils doivent régulariser cette situation très rapidement. Ils risquent d'être sanctionnés fortement. Et ce n'est pas un vain mot. J'en profite aussi pour remercier malgré tout toute l'équipe de l'USAC qui est toujours disponible et à notre écoute. Je rappelle que le président de notre secteur est M. Rousseau, qui est le maire de l'USAC. Et c'est vrai que dès qu'on a besoin d'eux, dès qu'on les appelle, ils sont rapidement sur place et c'est quand même confortable. Ensuite, comme syndicat qui nous accompagne, Simos d'Exideuil qui gère le transport scolaire, je vais y arriver, et le gymnase pour le collège et le lycée d'Exideuil, qui est présidé par M. Tavaz. Et ensuite, le syndicat, le SIVS du pays de Hautefort. Alors c'est encore un mot, ça, vous allez dire, qu'est-ce que c'est ça? SIVS ou SIVOS, ça veut dire syndicat intercommunal à vocation scolaire. Donc, 12 communes qui sont Hautefort, Bedfol, Danse, Boisseuil, Bourges, Orange, dans la Châtel-Saint-Jean, Naillac, Théo,
Tampon-Aiguillon, Charles-Curin, Anglac et Sainte-Fille qui ont créé le RPI du pays de Haute-Fort. Ce RPI, encore un, on n'y coupe pas, c'est le regroupement pédagogique intercommunal. Il est géré par le syndicat, donc le SIVS du pays de Haute-Fort, qui a en charge le fonctionnement global du groupe scolaire, périscolaire, cantine, garderie, ménage et entretien des bâtiments. Les bâtiments ainsi que les fluides, ça veut dire le chauffage, l'eau, l'électricité, etc., sont à la charge des communes qui reçoivent ces classes. C'est-à-dire que la classe, je vais vous expliquer après, mais la classe de CM2 est à Charles-Curin, c'est eux qui payent tous les fluides. Et Haute-Fort, où nous avons 50 classes, c'est nous qui payons tout le fonctionnement. Donc j'en suis le président et je suis entouré de 4 vice-présidents qui sont Sylvain Grandchamp, que je remercie pour sa présence encore, Antonio Rodriguez, Florent Tonnerre, qui était là, je ne sais pas s'il n'a pas quitté la salle ou s'il est, et Philippe Mousseau, qui est là auprès de nous, et que je remercie pour leur engagement afin que les enfants de nos communes soient reçus de la meilleure des manières. Créé le 1er juillet 2022, nous recevons sur 2 sites, Haute-Fort et Charles-Curin, donc c'est ce que je vous disais, 114 élèves à ce jour. J'espère que ça bouge toujours un petit peu, mais bon, on en est à ce chiffre-là aujourd'hui, encadré par 6 institutrices et une personne du SIVS qui compte 6 personnes. Donc, il y en a une à Charles-Curin, Valérie, qui gère le site dans son intégralité, le ménage, la cuisine, l'accueil des enfants, etc., l'accompagnement de l'institutrice. Il y en a 5 à Haute-Fort avec Ghislaine, que je remercie particulièrement pour sa présence, et qui est parmi nous ce soir, qui a pris en charge notre cantine avec le maximum de sérieux et de professionnalisme. Alors pour Gisèle, c'est un petit changement parce qu'elle était à Charles-Curin. Initialement, elle était à Gélis. Et lorsqu'on a créé le syndicat du pays d'Haute-Fort, elle a demandé sa mutation, elle est venue sur notre syndicat et elle œuvrait à Charles-Curin, pardon, et une partie, elle venait faire du ménage à Haute-Fort et tout. Et depuis cette année, on lui a demandé, ce qu'elle a accepté avec beaucoup d'enthousiasme, de venir travailler à Haute-Fort et d'organiser et de gérer la cantine à Haute-Fort, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que pour elle, c'était quand même un changement. On passait de 20 élèves à 20 repas, à une centaine. Donc c'est vrai que les proportions sont plus tout à fait la même. Mais nous avions tellement confiance en Ghislaine qu'elle a fait ça vraiment avec beaucoup de cœur et elle est arrivée maintenant à gérer ça parfaitement. Donc je la remercie très vivement de son implication parce que c'était quand même pas une solution facile pour elle. Mais pour nous, ça a matché, comme on dit. Donc merci beaucoup. Ensuite, comme autre personnel, il y a Sandra, que je remercie de sa présence. Elle est là, elle est venue, Sandra. Là, elle est là. Bonjour Sandra, et merci d'être venue. Et Charlène, qui accompagne les institutrices dans leur classe de matériel, et Corentine et Camille, puis une secrétaire, Mathilde, que je remercie de sa présence aussi, qui vous accompagne souvent, qui a en charge toute la gestion administrative, les ressources humaines et la comptabilité. Elle est maintenant installée dans son nouveau bureau au groupe scolaire, bien éclairé, dans des conditions très agréables. N'est-ce pas, Mathilde? Donc, nous allons d'ailleurs avoir besoin de tout le monde. Alors là, par contre, je vais moins sourire, parce qu'on a reçu un courrier il n'y a pas très longtemps de l'inspectrice, et donc on va avoir certainement besoin de tout le monde, parce que se profile à l'horizon un risque de fermeture de classe. Nous sommes 114 élèves. Dans les projections qui sont des enfants à venir, d'après les calculs qui sont faits, c'est pas très bon pour nous. Actuellement, nous sommes à 18,5 élèves par classe, par institutrice, pardon, oui, par classe c'est pareil, et là, on est en dessous de la norme. Et on est, soi-disant, une des communes, ou tout au moins un des syndicats les plus privilégiés. Donc, ce que je ne suis pas convaincu non plus, mais enfin voilà. Mais tout ça, ce sont les chiffres qui sont têtus, mais voilà. Mais nous aussi, on va l'être, et on va faire, on a une réunion le 24 janvier avec l'inspectrice, Madame Cadur, qui vient nous rendre visite. Elle va nous rendre visite, et elle va entendre nos arguments, et on a des choses à dire quand même par rapport à tout ça. Donc voilà. Alors évidemment, je ne me fais pas trop d'illusions. Très très sincèrement, s'ils ont envie, je pense que ça va faire. Mais ils ne le font pas sans nous entendre, sans savoir ce qu'on pense de tout ça dans notre... Parce que tout ce qu'on a mis en place, comme le syndicat, comme toute l'organisation qu'on a mis en place depuis 2 ou 3 ans
Pourquoi on a fait ça? Justement, c'est pour accueillir les enfants le mieux possible, qu'ils soient le plus considérés, qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et je crois qu'on peut en témoigner, soit avec Sylviane, soit avec Philippe ou avec Florent. On fait tous les efforts qu'il faut par rapport à ça, et puis maintenant on vient de nous dire qu'on va fermer une classe parce que les chiffres, voilà. Donc on va en parler, de toute façon vous en serez informés, ne vous inquiétez pas. Cette rencontre, ça ne sera pas très amicale, je peux vous le certifier. Donc voilà. Donc je vais ensuite remercier la communauté des communes, alors, qui est présidée par M. Dominique Bousquet, donc voilà, qui sont partis, pour l'action menée au quotidien pour réussir notre territoire, tant au niveau économique qu'au niveau des services particuliers, la maison de santé, le SIAS, l'assainissement, l'urbanisme, le tourisme, le social, et remercier toute l'équipe, et en particulier M. Malo, qui est où M. Malo? Voilà, merci, le premier arrivé ce soir, donc qui est en charge de l'urbanisme, et Romain Sangucci, qui est ici présent, que je remercie aussi de nous avoir rendu visite. C'est toujours très sympathique, mais vous connaissez la route à force, donc c'est un plaisir pour vous, je suppose, voilà, non dissimulé. Donc, merci. Et je voulais remercier M. Harel, qui n'est pas là ce soir, mais que je veux saluer malgré tout, parce qu'il nous soutient et il vient nous rencontrer de temps en temps, en particulier. Il est venu il n'y a pas très longtemps pour notre antenne France Service sur Hautefort. Alors, le président vous a déjà expliqué, mais bon, c'est du redit, mais bon, je ne savais pas qu'il allait parler avant moi, mais voilà. Donc, il y a 3 points sur la communauté de communes. Il y a Tenon-Hautefort, c'était les 2 premiers points. Tenon et Hautefort ensemble, qui avaient été créés. Et Terrasson a été créé il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 ans peut-être, je pense. Et en plus, il y a un bus itinérant qui a été créé, qui fait toutes les autres communes. Et sincèrement, moi je suis sceptique du bus itinérant, et ça fonctionne très bien dans les autres communes. Je ne sais pas, Sylviane, si tu peux confirmer, mais apparemment c'est attendu par les gens, et il faut toujours prendre rendez-vous par rapport à ça, et comme ça on est sûr d'avoir un interlocuteur. Sur Hautefort, la présence va être quasiment doublée, donc on est très content de cet effet-là, et donc parce que c'est vrai que les plannings se remplissent très vite, et c'est vraiment un service indispensable pour la population, surtout lorsqu'on voit que les services publics s'en vont les uns après les autres. Je ne vous parlerai pas du fonctionnement de la poste. Donc voilà. Donc je voulais aussi remercier l'Office de tourisme qui gère l'activité touristique pour et sur le territoire de la communauté de communes. Bon, à Hautefort, il accueille les visiteurs, il fait la promotion de notre activité touristique, il gère les entrées de notre musée de l'histoire de la médecine grâce à une convention. Et celui-ci est présidé par le vice-président de la communauté de communes, Dominique Durand, qui est maire de Tourcorac, et qui est dirigé par Younes Bouissi, que je tiens à remercier l'ensemble du personnel, c'est-à-dire le personnel d'accueil qui est dans notre office de tourisme, et puis les autres qui viennent de temps en temps aussi. Je voulais les remercier particulièrement pour l'action menée sur notre territoire le plus touristique de notre communauté de communes, il faut le dire, parce que ici on a le château qui fait près de 70 000 visiteurs en 2024. La grotte fait 37 000 visiteurs, donc on peut dire que comme secteur touristique, on peut quand même parler, quoi. Donc voilà. Donc je voulais alors maintenant remercier le château, comme je disais tout à l'heure. Merci Thomas d'être présent, d'être déplacé parmi nous. C'est toujours un plaisir. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation et vous êtes toujours, à notre écoute bien sûr, on se parle assez souvent. Et c'est toujours agréable. Je voulais remercier aussi M. Mortac, le président, qui vient de temps en temps à Hautefort. C'est vrai qu'il a de très grandes occupations, et à New York entre autres, mais il vient quand même assez souvent. Et je l'ai rencontré le 31 décembre dernier, où on a eu une discussion très très agréable pendant 1 heure de temps, et qui nous fait présager de travaux très importants sur la Fondation, qui ont été confirmés par un article sur Sud-Ouest il y a 2 jours, et qui semblent très intéressants, et qui, pour notre territoire, c'est vraiment formidable d'avoir
un édifice tel que le château, qui en plus fait des investissements. Et pourquoi? Et pour faire venir encore plus de monde et pour attirer plus de monde à Hautefort particulièrement. Donc on ne peut que s'en féliciter et que remercier la Fondation et le fonctionnement. Alors il y a un nouveau directeur, M. Olivier Bobichon, qui n'a pas pu venir ce soir et que j'excuse bien volontiers. On se rencontre de temps en temps, on présente nos différents projets ensemble, on discute vraiment, c'est très agréable, donc j'espère que notre collaboration, de toute façon, elle est faite pour perdurer, il n'y a aucun souci, et puis on va faire beaucoup de choses, j'espère, ensemble, qui vont faire vivre encore plus Hautefort s'il en était besoin. Donc merci beaucoup, Thomas, encore. Je voulais remercier aussi les services, dont la gendarmerie, le major Bosselli, nouvellement investi, dont la prise de commandement s'est déroulée le 13 décembre dernier à Saint-Vincent d'Albarel, et le chef de brigade de Hautefort, l'adjudant-chef Romain Delattre, que j'excuse de son absence, ainsi que les gendarmes présents sur ce secteur. On remercie les gendarmes, et on va me dire, qu'est-ce que tu as besoin de raison? Oui, c'est très important qu'ils soient là, parce qu'ils font quand même un travail de terrain qui est tout à fait intéressant. Alors évidemment, on n'est pas content quand on se prend une flash, ou quand on se prend une amende, on n'est pas content. Mais pour le reste, c'est quand même sympa. Donc voilà. Mais en fait, je voulais quand même les saluer. Je voulais aussi saluer les pompiers d'Exileux qui travaillent sur notre territoire, sur notre commune, tout au moins. Et je voulais quand même, pour leur présence et leur disponibilité, des services importants rendus à notre population. Et je voulais saluer le départ en retraite du commandant Laguioli. Il a été remplacé par le lieutenant Rudy Tickman. Voilà. Mais aussi, alors tous les autres services, alors je vais les citer rapidement, mais je crois que ça vaut la peine d'être fait parce qu'on ne se rend pas compte que sur notre commune, qu'on dit, oh, il n'y a personne, il n'y a jamais rien et tout, en fait, il y a tous les services possibles et inimaginables. Il y a la poste, bon, j'en parle pas beaucoup, il y a le crédit agricole, dirigé par François Siré dans l'Assemblée Générale de la Caisse au Cœur, le Royaume d'ailleurs, ici même, au mois de mars. Il y a Intermarché, autour duquel existe une forte activité, dont je remercie directeur et directrice d'être présents ce soir, et je suis très reconnaissant de leur participation à la vie locale et à la vie associative aussi. Donc ils s'investissent beaucoup et je voulais vous remercier très très sincèrement et très amicalement. Alors ensuite il y a la pharmacie, le vétérinaire, les commerces divers et variés, boulangerie, traiteur, fleuriste, tabagement, coiffeur, produits électroménagers, opticiens et les divers restaurants. La maison funéraire, oui, c'est un service qui est rendu d'ailleurs. Je crois qu'il y a quelqu'un de Batfol qui est en ce moment. Et sans oublier tout le tissu artisanal, industriel, qui est très important. Et en dernier, je dirais, la déchetterie aussi, que j'espère on va arriver à sauver aussi, parce que tous les ans, j'ai peur qu'une chose, c'est qu'on nous la ferme, mais on se bat pour que ça n'arrive pas. Je voulais quand même rappeler qu'une entreprise de Hautefort a travaillé pour ce magnifique édifice reconstruit qu'est la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En effet, les ateliers de forge ont eu à refaire des balustrades pour les balcons intérieurs de l'édifice, et c'est une belle marque de confiance à cette entreprise et une belle publicité pour Hautefort. Bon, ce sont tous ces services variés et complets qui sont présents sur notre territoire pour la population du pays de Hautefort et pour les nombreux visiteurs de notre cité. Enfin, remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont partie prenante dans la vie locale, économique, associative, sportive, culturelle, mémorielle, commerciale, artisanale, industrielle, sociale, médicale, et la population de Haute-Force-Saint-Agnan qui nous fait confiance pour gérer les intérêts de notre si belle commune. J'ai oublié de remercier Monsieur le Président de HLP, Hautefort Patrimoine, qui nous fait toujours l'amitié de venir nous soutenir, de venir assister à nos différentes manifestations. Le Président aussi du club des aînés, M. Gabeuf, qui est aussi et qui nous suit toujours parfaitement. Donc voilà. Donc, concernant les réalisations 2024, elles sont détaillées au fil de l'eau sur nos bulletins d'information municipales. Le BIM, que vous connaissez maintenant, je suis persuadé, si vous voulez des exemplaires, on en a à votre disposition. Alors sur l'écran, je vais vous en présenter une partie. Nous éditons 3 BIM par an et un 4e en début juillet pour annoncer des manifestations estivales. Là aussi, merci à sa rédactrice Sylvette qui fait un travail énorme. Notons les autres moyens de communication à votre service. On a une page Facebook, Hautefort-Saint-Agnan-Mairie.
On a un site internet que je vous engage à aller visiter, c'est hautefort.fr, et on a le panneau Pocket. Alors, le panneau Pocket, il faut le télécharger sur son portable, et après, vous recevez, il faut le télécharger le portable, après il faut mettre Hautefort dans les favoris, et ensuite vous avez des informations au fil de l'eau qui arrivent. Alors ce sont des informations diverses et variées, comme par exemple coupure d'électricité, par exemple permanence d'un service en mairie, etc. etc. Quelque chose qui est moins agréable aussi, je voulais, notre population INSEE, parce que nous avons reçu le chiffre tout à fait dernièrement, au 1er janvier 2025, est de 831 habitants, ce qui n'est pas satisfaisant. Et c'est vrai que c'est un problème récurrent. Et le recensement aura lieu en 2026. Il a été reporté d'un an à cause du Covid. Et nous verrons à ce moment-là le chiffre réel. À ce sujet, nous avons invité dernièrement les nouveaux arrivants, le 1er décembre, 27 familles nouvelles pour toute l'année 2024. Et nous avons des demandes incessantes de logements que l'on ne peut pas satisfaire. Donc c'est vrai que c'est un vrai souci et un vrai problème. Donc si vous voulez bien, on va vous passer les différentes j'ai l'équipe parce qu'il faut hop là, voilà. Alors, on va vous présenter en vitesse tout ce que l'on a pu faire. Ça marche. Vous voyez le petit point rouge? Oui. Oui. Allez, allons-y. Ah, ça marche pas. Si. On recommence, allez. On a fait un petit récapitulatif diaporama. Voilà, depuis le début. Voilà. Et voilà, ça va fonctionner. Allez, les travaux. Alors voilà, différents travaux. On va passer assez vite, vous allez voir. Alors, ça concerne surtout l'implantation de la plaine des Jeux en juillet 2023. Allons-y. Donc ça, c'est la première chose. Installation, donc c'est les travaux au fur et à mesure qui ont lieu. C'est l'entreprise Coustilla qui a fait les aménagements autour. Ensuite, l'agrandissement de la bibliothèque. Alors, je vous engage à y aller parce que vous allez voir, c'est un lieu qui est... le colon, je ne le vois pas d'ailleurs. Si j'appuie pas non plus. Voilà. C'est un lieu qui est vraiment très agréable et ludique. Je vous engage à y aller parce qu'en plus, il y a des collections magnifiques. Moi, personnellement, j'y vais. Je vais lire un bouquin sur les automobiles là, qui est très agréable. Donc, je vous invite à y aller. Allons-y. Le réseau de chaleur, coupe scolaire à Bertrand de Born. Alors ça, c'est un sujet très important. Il a fallu 4 ans pour arriver à le faire. Donc c'est avec le SDE, effectivement, une étude qui a été faite. Et il fonctionne depuis le mois de novembre. On a changé les 3 chaudières qu'il y avait autour de groupe scolaire. Il y en avait une au groupe scolaire, une à la maternelle et une dans le bâtiment de l'ancienne perception, comme on dit. Donc les 3 ont été supprimés. Et on a mis une seule chaudière qui fonctionne au pellet. Vous voyez ici la flamme, donc c'est la preuve que ça fonctionne. Et ici, c'est le remplissement du silo qui reçoit ici les granulés. Voilà. Et donc ça fonctionne. Il y a une mise au point à faire et tout ça, évidemment. Il y a des trucs. Vous voyez un petit peu le réseau de tuyaux de cuir. Il ne faut pas trop le montrer parce qu'il y en a qui veulent le démonter et l'emporter pour. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la chaudière principale, et ce sont c'est l'eau, je crois, qui est chauffée, qui est assis et qui après qui est envoyée dans le circuit, etc. Voilà. Donc tout ça c'est fait. Ensuite, les toilettes publiques. Alors on va rigoler, les toilettes, oui, d'accord, on a fait. Pour une commune comme nous, touristique, c'était important. On a réussi enfin aussi à faire donc les toilettes publiques dans l'aile du logis de l'enclos. Il y avait une pièce qui était inutilisée. On a dit, mais pourquoi pas les toilettes ici? Donc voilà, c'est fait. Ça sera fait, parce qu'il reste encore les cloisons à mettre, parce qu'évidemment, les commandes de cloisons qui sont spécifiques ne sont pas encore arrivées. Mais dès que c'est fait, j'espère que d'ici la fin du mois, les toilettes seront utilisables. Et c'est vrai que pour la saison touristique, c'est très important. Mine de rien, on n'avait pas ce qu'il fallait. Alors les gens allaient
un peu partout, enfin, vous imaginez. Quoi. Donc j'espère que ça va régler quand même un problème supplémentaire. Le calcement du cimetière de la Noyette, ben oui, c'est important aussi. Alors, à la Noyette, on avait acheté en 2020, je crois. Je crois, c'est ça. On avait acheté un bout de terrain qui était devant le cimetière. Donc, on a fait nettoyer. Et le cimetière en haut, on a tout nettoyé aussi. On a tout fait et on a fait des emplacements ici. Donc voilà. Donc, c'est un cimetière qui peut être utilisé. On a mis ça tout propre. On a fait l'entrée ici pour bien montrer que c'est le cimetière de la Noyette. Très important, hein, la Noyette, c'était une ancienne commune, hein, et une ancienne paroisse. Hein. Donc je crois que c'est important, et pour l'histoire même, pour l'histoire de notre pays, je crois que c'est important. À ce titre, si quelqu'un parmi vous a une photo ou un écrit, je parle devant le président de l'HLP, concernant l'église de la Noyette, ça m'intéresse, parce que j'ai jamais eu devant moi des photos de cet édifice qui a été démoli en 1965. Donc je trouve que c'est dommage. Si quelqu'un connaît quelque chose de cette église de la Noyette, on est preneur, et j'en parlerai avec le président de HNP. Donc voilà, le cimetière de la Noyette. Ensuite, les travaux de voirie, comme tous les ans, alors là, nous sommes devant une grosse machine qui était route des Aubertilles. Donc, route des Aubertilles, la Genève, Beauvieux, la Rougerie, les Terres Blanches, et on a fait évidemment des broussailllages et des chemins, etc. Beauvieux, alors, on y passe presque pas tous les ans, mais presque. C'est une route qui est très, 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 très compliquée. Donc voilà, c'est un budget très important, et c'est Albert Poumon qui s'occupe de ça, et on fait la programmation avec lui. Et c'est l'entreprise La Garde de la Rose qui fait ces travaux. Donc voilà. Ensuite, les commémorations. Alors cette année, 2024, 1944, 2024, 80 ans, c'était un anniversaire très particulier. Au chêne du Besson, à cet endroit-là, il y a eu des juifs qui ont été tués. Et pourquoi on les a tués? Parce qu'ils étaient juifs. Alors ça, c'est intolérable, inacceptable. Bon, ça, vous savez, donc on a réussi à faire une stèle qui est installée près de ce chêne du Besson. Ce chêne du Besson, c'est le troisième qui existe à cet endroit-là. Il y en a eu un premier, il y en a eu un deuxième, et ce deuxième, il a été abattu il y a quelques années aussi, avec des cris d'orphée de partout, mais il fallait le faire parce qu'il allait tomber, il était mort. On a replanté un en son temps, et là, en 2024, à son pied, on a créé cette stèle, et avec la présence, vous voyez, Madame Jacqueline Wegner, qui est une petite fille d'une des victimes, et qui assiste tous les ans, le 1er avril, elle vient assister avec nous à cette commémoration. Voilà, donc le chêne du Besson, l'arbre de la liberté, ici, le 1er avril 1944, ont été fusillés parce qu'ils étaient juifs. Caïn, Jacob, Jérôme, S. Samuel, Kahn, René, Kaufmann, Henri, Ulmer, Maurice, mort pour la France, et qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Voilà. Je crois que c'était important. Le 8 mai, donc, commémoration devant nos deux monuments, en présence de monsieur le député Sébastien Pectavi, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Sébastien Pectavi qui nous a fait l'honneur et l'amitié de venir nous accompagner pour ces deux commémorations. Donc voilà, on voulait quand même le faire remarquer parce que c'est quand même important qu'un député se déplace à Hautefort. Alors le 14 juillet, donc on a fait ça. Vous voyez comment on est habillé le 14 juillet là, mais c'est pas bien beau, hein. Donc voilà, donc les cérémonies du 14 juillet avec le feu d'artifice que l'on offre à l'étang du Coucou. C'est la municipalité qui offre le feu d'artifice et c'est l'étang du Coucou qui organise tout le reste. Voilà. Le 11 novembre, donc là on a la chance d'être aidés par deux petites jeunes filles qui sont très mignonnes, Lana et Avaros. Donc elles nous ont aidés à vendre les bleus de France. On les remercie particulièrement. Et là ici on est à Saint-Alain en présence de M. Delattre, l'adjudant chef, et puis vos serviteurs. Les inaugurations, c'est vrai qu'on inaugure pas mal, et cette année, au mois d'avril, le 6 pour être plus précis, on a, en présence de Madame le maire d'Exideuil, que je remercie vivement, on a signé la charte des petits-cités de caractère. Alors ça paraît comme ça, alors là ici c'est M. Delage, qui est le président pour la Nouvelle-Aquitaine de la marque Petit Cité Caractère, qui signe,
Et ensuite, c'est moi, en tant que maire de Hautefort. Vous voyez, petit ciné caractère, ce sont ces panneaux que vous voyez poindre un peu partout. Et vous entendez souvent parler, enfin moi tout le monde, je parle beaucoup, et tous on est très, très attachés à ça. C'est une marque très importante et je crois que ça aide beaucoup à la connaissance de notre commune et à la visite touristique qui est faite parce que c'est quelque chose qui est suivi. Alors peut-être pas autant que les plus beaux villages de France, mais quand même c'est un réseau qui se développe, qui devient de plus en plus connu. Il y a des exigences, parce qu'on ça se fait pas comme ça, on a mis 3 ans pour faire le dossier. Et on y est arrivé et je crois que c'est... Alors on a été soutenu par Madame le maire d'Excideux, que je remercie encore, et donc on a fait vraiment ça c'est un représentant du PUB, je crois, il y a M. Palen ici, hein, voilà. M. Palen qui fait partie de l'association, qui était le dirigeant de la société Sotra, que vous devez connaître, et qui a participé à la rénovation de beaucoup de statues pour Notre-Dame en particulier, et d'autres statues évidemment, et d'autres monuments. Voilà. Et là c'est Philippine qui est notre agent communal. Voilà. Donc la plaine des Jeux le 14 septembre. Alors plaine des Jeux, voilà, donc en présence de monsieur et madame les sénateurs, pardon, monsieur Bousquet et madame Borin, comme tous le temps. Donc donc voilà, et puis nous, évidemment, élus de la commune d'Hautefort, qui étions présents et qui étaient très heureux de cette journée, parce qu'en plus ça a été ensoleillé, et donc on a passé un bon moment. Alors Eva Rose et Léonie qui ont coupé le ruban ici avec le maire et le représentant de l'État ici. Merci. Voilà, donc ça c'est le discours comme d'habitude. Voilà, monsieur le sénateur, voilà les équipements. Alors je vous engage à y aller, non, vous ne serez pas tout seul, je vous le dis de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'y déplace et on est très content du résultat. Voilà. Voilà. Alors c'est pour les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, tout le monde peut y aller. Hein, moi j'y vais, je fais le tour. Enfin, voilà. Petit point de ici, si vous voulez amener vos petits-enfants ou vos enfants ou vos parents, vous les amenez, vous pouvez pique-niquer, vous pouvez vous balader autour. Donc voilà, on a réussi, je crois, à faire de cette plaine de jeu un endroit agréable et tranquille pour les petits et les grands, les plus petits et les plus grands. Voilà. Alors, les 30 ans du musée, vous savez que cette année, 2024, c'était les 30 ans du musée, qu'on va continuer d'ailleurs. Les 30 ans, c'est pas qu'une année. Donc on a fait un dépliant qui s'appelait Hautefort en fête, et on a voulu fêter donc ces 30 ans du musée. On a commencé par un camp médiéval le 16 avril, qui a été organisé par le musée et la bibliothèque. Voilà, ça c'était sur le pré de la Jumenterie. Le 28 avril, alors vous allez dire ça n'a rien à voir avec le musée, oui, mais en fait c'était devant le musée, et les chauffeurs, enfin les pilotes, ont visité le musée, donc ça avait à voir aussi. Donc voilà, ça c'est devant notre hôtel-lieu, et ils ont pu faire des tours à ceux qui le demandaient. À la bibliothèque, il y a eu différentes choses dans la réalité virtuelle. Là, vous voyez, c'est avec le casque, là, moi je ne l'ai pas fait. Mais avec le casque, là, il paraît que quand on sort de là, on ne sait plus où on est. Et donc, non, j'exagère, hein, parce que j'entends du non. Parce que Sylvette l'a fait, mais ça l'est sorti. Donc voilà. Donc, ensuite, atelier Florent Mbappé, ça c'est dans le musée, à l'intérieur du musée. Voilà toutes les manifestations que l'on avait programmées cette année. Out of Monkey, c'était c'était le spectacle de Montignac qui revient cette année. Alors Montignac, on est en relation avec le festival de Montignac, et ils ont des groupes comme ça qui reçoivent et qui s'hébergent. Et cette année, nous, on a eu la chance d'avoir la Venezuela et la Bolivie. Alors, Venezuela, c'était 2 chanteuses qui nous ont fait l'apéritif, si on peut dire. Et après le spectacle, c'était la Bolivie. Sincèrement, c'était une soirée extraordinaire. Donc, je vous engage à y venir, bien sûr, hein, parce que c'est important. Ça sera, en principe, on n'a pas la confirmation. Je crois que c'est 3, 4 ou 8, c'est ça? C'est pas encore établi, mais enfin bon, on va rester, voilà. Donc ça, c'était Captain Matt, je crois, ça. Voilà, c'est bon. Donc il y avait des soirées quand même qui ont été très, très intéressantes. Ça, c'est HLP qui a fait une conférence
avec le docteur Cazoran, qui était très intéressante aussi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? On l'a entendu à France Bleu ce matin? Ah, d'accord. Ensuite, Escape Humain, je vous en parlais tout à l'heure, je crois, hein. Très intéressant, très important. On a essayé d'en faire le plus possible. On va continuer de développer. C'est une animation très importante et les gens accrochent beaucoup à ça. Beaucoup en famille, d'ailleurs, ou entre amis, comme ça, des groupes qui arrivent et tout ça. Le 11 octobre, Payagula. Payagula, c'est un groupe de Languedoc, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Nadal, on vous a mis de la musique de Nadal tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous avez entendu, c'était Bonne Année, etc., qui plaît beaucoup à nos amis adjoints, là, mais Payagula, donc très belle soirée aussi dans cette salle des fêtes, là. C'était superbe soirée, donc on était très contents de les recevoir. Ensuite, le Grinch invité à la bibliothèque jusqu'au 30 janvier, alors ça c'est en ce moment. Alors le Grinch, je ne vous dirai pas trop ce que c'est, mais c'est le Grinch, quoi. Alors c'est un personnage un peu fabuleux qui, voilà, ça c'est l'entrée de la bibliothèque avec le Grinch dessus, elle nous en a mis partout du Grinch, là. Caroline, enfin voilà, c'est sympathique, voilà. Alors Bouche-Tambour, on voulait les remercier Bouche-Tambour parce qu'ils ont fait le fête de la musique le 22 juin, non pas le 21, c'est ce que j'ai regretté, mais ils ont préféré le faire le 22. Je crois qu'ils ont bien fait parce qu'il y a eu un monde fou. C'était sur le parking de la Jumenterie, sur l'esplanade de la Jumenterie, pardon, mais il y avait un monde fou. Il y a eu, je ne sais pas combien de personnes, ils ont fait de très belles soirées, c'était très agréable et des groupes de musique très intéressants et c'était vraiment une belle soirée. Alors, là, je voulais les remercier particulièrement. Alors, bon, je l'ai dit dans mon mot après, je le sauterai, je ne vais pas le répéter. Merci aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs en particulier, d'avoir choisi Hautefort pour faire Terre en Fête. Terre en Fête, c'est la grande fête de l'agriculture au niveau du département. Et ce sont les jeunes agriculteurs qui organisent ça. Mais c'est vraiment fabuleux comme organisation. Ils sont vraiment... on voit qu'ils ont été... Ça, c'est sur le plateau de la Genève, là. Avec la vue sur le château, il y en a qui m'ont dit c'est sublime, mais je peux vous dire que d'ici là, pour ceux qui étaient, où on buvait une petite bière là, qui faisait bien besoin, parce que vu la chaleur qu'il faisait, avec la vue sur le château, tout ça, c'était super. Je crois qu'ils ont vendu 130 ou 140 bonbonnes de bière, je crois. C'est fabuleux. Mais voilà, ils étaient nombreux quand même. Donc voilà. Alors c'est vrai que l'agriculture, ils savent rassembler. Et c'est vraiment formidable. Alors, je sais que ça a déclenché peut-être d'autres choses qui vont se produire sur la commune. Donc j'attends avec impatience. J'attends. Alors, je voulais remercier particulièrement Arnaud Montagnac. Alors, il s'est excusé de ne pas venir ce soir, mais je l'ai déjà dit, mais je l'aurais dit devant vous. Et Fabien Tout-le-Monde, qui sont les responsables des JA de notre secteur, et qui ont été vraiment très dynamiques et très organisés, et qui ont fait une fête vraiment magnifique. Donc, il y avait plus de 20 000 visiteurs, je crois, donc c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc merci à eux. Et ensuite, la Nuit des Lumières, les 23 et 24 août, alors c'est la CAVA, alors je veux remercier Madame la Présidente, que je ne vais pas nommer tout à l'heure, mais comme je savais qu'on allait la voir sur notre pour aller là. Voilà. Bon, merci à l'association, c'est vraiment des soirées magnifiques et formidables. Il faut essayer, il faut trouver le moyen de continuer parce que c'est vraiment une chose formidable. Alors, merci au château, toujours pareil, parce qu'avec le château, on fait l'entrée, on fait le pique-nique dans le parc du château. Le château est ouvert à tout le monde et puis après, les gens peuvent descendre, déambuler dans Hautefort et arriver sur la place du Marquis et puis voir le spectacle. Bon, c'est voilà. Moi, je ne vais pas vous dire le contraire, mais moi, je trouve ça extraordinaire. Quoi, puis voir notre hôtel-dieu habillé comme ça, c'est formidable. Voilà. Donc, on est très content de ça et on félicite encore la CAVA pour cette organisation, qui j'espère va perdurer. Le 22 décembre, et c'était il n'y a pas longtemps, c'est le marché de Noël dans cette salle-là, ça devait avoir lieu dans le bourg d'Hautefort, dans la rue Bertrand de Borne, vu le temps qu'il faisait et tout, mais je crois qu'ils ont bien fait parce qu'il faisait vraiment pas bon. Donc ils sont venus le faire dans cette salle ici. Ça a eu du succès, donc tant mieux pour eux. Ensuite, Ville et Village Fleury. Donc,
le département, tous les ans, reçoit les communes qui participent au label Ville et Village Fleuris. Et le département, cette année, nous a reçu, comme d'autres évidemment, mais nous avons reçu 2 prix. Alors on était surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc on a eu une mention spéciale décernée à Haute-Fort-Saint-Agnan, le prix de l'attractivité du territoire. Voilà, c'est donné par le département, c'est les villes et villages fleuris, c'est le département fleuri, donc la Dordogne est un département fleuri. Voilà. Alors, on était très fiers de ça, parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Et le prix de l'attractivité du territoire, c'est important. Et je crois que ça compte et c'est intéressant. Donc on essaie de faire perdurer ça. Et on a reçu un deuxième prix. On a été gâtés cette année, je ne sais pas, enfin 2024, 2025, je ne sais pas ce que ça fera. Mais on fait partie des 10 plus beaux sentiers du Périgord. C'est décerné à Hautefort. Donc c'est notre chemin de sculpture, très certainement, qui a été primé avec un ajout jusqu'en descente jusqu'ici, remonté par notre zone piétonne qui est très utilisée aussi. Donc voilà, donc on est assez content, on est assez fiers de ça. Le travail récompensé aussi, donc voilà. Ça récompense tous ces gens qui plantent, qui font les plantations, là, et qui sont très occupés. Il y en a un qui regarde juste là, mais enfin bon voilà. Après, là voilà, mais par contre il était là. Hein. Les planteurs se retrouvent à la Chartreuse pour déguster le bon repas qui a été préparé par Francette qui est là. Alors, merci Francette. Merci Francette. Elle est où? Elle est là. Elle est là. Voilà, donc voilà. Vous trouvez que votre cité est belle? Alors ça, c'est une nouvelle animation qui a été lancée à l'initiative de Philippe Mousseau, pour tout vous dire, et qui a dit pourquoi on ne fait pas une demi-journée par semaine avec ceux qui veulent venir. On va nettoyer un massif, on va taguer, on va nettoyer des arbres, on va nettoyer le jardin Artigue, on va couper des herbes qui poussent un peu partout. Et bien voilà, donc ça a été fait cette année. Je crois que je suis persuadé que c'est une très bonne initiative, qu'on va essayer de relancer au printemps. Et des gens viennent comme ça, comme ils veulent, comme ils ont envie. Vous voyez, là, ici, Madame Pujol qui était là, Madame comment elle s'appelle, Sheila Widom qui était là. Madame, là, on la connaît, elle est là ce soir, là. Hein Valérie, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Non, on ne connaît pas. Enfin voilà, donc ça c'est Marisa, tout ça. Bon, enfin voilà, donc tout ça c'est très intéressant. Et vous voyez ici, ils prennent des risques parce qu'ils montent sur des échelles, mais il y en a un qui tiennent en bas. Enfin, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés à venir, ça sera toujours un plaisir. Et en faire l'activité économique. Donc l'activité économique, ça parle on va vous montrer les installations. Alors, la première vignette, c'est tout mon premier semestre, l'atelier LP aux routes du Pays d'Anse à Hautefort. Pour ne pas le citer, c'est l'ancien garage de Gérard Fort et de Sylvette, et qui a été repris par un atelier de mécanique qui s'appelle Eugène Rajugi. Il est à votre disposition et voilà, c'est un professionnel et il fait du boulot. D'ailleurs, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses, de voitures de marché. Le restaurant du Coucou qui a j'ai envie de dire, qui a revécu, où il y a eu une renaissance extraordinaire, parce qu'il y a eu un monde pas possible au Coucou. Donc vous voyez, ça c'est le temps, mais ça c'est le cuisinier qui est en train de faire sur son bras zéro ses cuissons, mais il y a eu un succès fou dans ce restaurant. Ensuite, je voulais parler aussi de l'entreprise spécialisée dans la location de scènes de spectacle en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire c'est Marianne qui est parmi nous ce soir. Elle est là-bas, merci Marianne. Donc voilà ce qu'elle fait en 3 ans. Il n'y a pas que ça. Et ça c'est un exemple. Vous avez vu pour la fête de la musique, c'était elle aussi. C'est la même scène là. C'est la même scène qui était installée. Je peux vous dire que quand on met ça pour faire un spectacle, c'est quelque chose. Donc bravo à elle, elle s'est installée sur Hautefort. Et donc voilà, je lui souhaite évidemment pleine réussite. Idéal P, alors ça c'est Bénédicte Muller. Et elle est où? Parce qu'elle est là. Bonjour Bénédicte, elle fait bonjour, on s'est déjà vu.
Mais merci d'être venu, et merci d'avoir choisi Hautefort. En particulier, c'est installé à Saint-Aignan. Et M. Frédéric Paul, qui ne doit pas être loin de Bénédicte, hein, puisque c'est son compagnon. D'accord, bon, il s'occupe de sa petite fille, d'accord. Bon, voilà. Donc, ils ont eu l'idée géniale de s'installer à Hautefort, en particulier avenue de l'Ombre à Saint-Aignan. Donc, un fait RH, donc il accompagne les dirigeants, chef d'entreprise à la gestion des ressources humaines, et Bénédicte, donc, fait le traitement peut faire le traitement d'épée. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, merci d'avoir choisi Hautefort, vous avez bien fait, je crois. Voilà. Et un nouveau taxi sur Hautefort, on a signé, je crois qu'il est là aussi. Hein, ah, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Monsieur Paulet, donc appelez-le quand vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin, ne dérangez pas, mais si vous avez besoin, vous avez son numéro, appelez-le, il saura vous conduire, il n'y a pas de problème, en toute tranquillité. Hein, voilà. Donc merci à lui d'avoir choisi Hautefort aussi. Et enfin, le Père Noël qui est passé à Hautefort, donc ça c'est l'école de foot qui a fait, pour l'entente de Vézère-Périgord, qui a décidé de faire le passage du personnel dans notre salle des fêtes, et on les remercie d'avoir participé, de nous avoir invités aussi, parce qu'on y était, donc merci beaucoup. Et ça c'est le Père Noël au groupe scolaire, ça c'est à la maternelle. Hein, c'est la salle de la maternelle, voilà. Parfait. Et on a fait un petit repas avec tout le personnel. Alors ils étaient tous présents, hein. Mais enfin bon, je plaisante quand je dis ça, hein, parce que bon, ils sont vraiment très très sympathiques. Voilà, toute l'équipe avec quelques conseillers municipaux qui se sont rendus disponibles pour la journée. Donc merci encore à eux et tout ça. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Et puis, voilà, et puis on parle de 2025 à vitesse avant. La nouvelle signalétique de la bibliothèque, un nouveau logo et l'amélioration de sa visibilité, alors ça c'est important, parce qu'elle est placée sur l'esplanade de la jumenterie. C'est vrai que sa visibilité n'est pas bonne, donc on essaie de faire ce qu'il faut. Donc on a créé un nouveau logo, qui est Bibliothèque de Hautefort. C'est pas ça qui va tout faire, bien sûr, mais qui va participer aussi à la présentation. Donc voilà, donc ça on fait. Ensuite, Microfolie qui va s'installer dans le logis de l'Enclos. C'est l'accès au musée du monde, contenu ludique et technologique. On a reçu le matériel, il va s'installer. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. On vous le fera découvrir et vous verrez, c'est quelque chose de très très important et qui, je crois, va être très attirant. Et je crois que... Excellent, il n'a pas, Madame Lacoste? Mais les microfolies. Non, parce que c'est nous. Parce que, pour tout vous dire, dans les petits de caractère, je crois que Saint-Olé là, Brantôme là, Saint-Cyprien là, et ici Jacques là déjà, et qui vont être bientôt reçus. Voilà, d'accord. Donc, alors, pour 2025, mais ça, ce sont des projets comme ça qu'on a mis comme ça, mais c'est surtout le budget qui va déterminer ce qu'on va faire, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, bien sûr. Donc les microfolies, la restauration des transepts de l'église de Saint-Aignan, il y a longtemps que je voulais qu'on le fasse, mais donc ça y est, ça va se faire certainement dans le courant de ce mois-ci. Sécurisation du parking de la jumenterie, c'est vrai, n'est-ce pas, Josette, Madame la Présidente de la gym, elle est où? T'es là, oui, voilà, on va sécuriser là, hein. Donc tu pourras te garer tranquillement. Donc je plaisante parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont pas loin de moi, qui n'ont pas mis le frein à main à la voiture. Vous savez, ça sert à... Voilà. Et ils se sont retrouvés quelquefois loin, enfin voilà. Et le volet des simples que l'on va repenser aussi, voilà. Mais ça c'est une petite approche de ce qu'on va faire, tout ça. Voilà, l'ensemble du conseil municipal vous remercie pour votre présence et le soutien que vous lui apportez et vous souhaite une agréable soirée. Mais je n'ai pas tout à fait terminé quand même. Mais... Alors, je vais ranger ça. Bon, maintenant, je vais quand même aller plus vite que ce que je comptais faire parce que je crois que je vais donner la parole à Francine. Ah non, c'est fait.
Donc voilà, alors, je fais exprès, alors, je suis taquin. Je suis taquin. Donc, oui, je voulais vous dire, pour la dernière année pleine de ce mandat, nous organiserons un temps d'inauguration au printemps pour la bibliothèque des sanitaires publics qui se termine enfin, les microfolies installées dans la salle de logis d'enclos. C'est pour ça que je vous disais que je vous en parlerai un petit peu mieux. Et le groupe scolaire où se passeront les discours et le temps de convivialité. Donc la date sera fixée prochainement et vous en serez évidemment informés le plus rapidement possible. Je vais m'en arrêter là. Vous pouvez voir que le dynamisme de notre commune n'est pas usurpé. Continuons ainsi avec force et envie. Alors je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long, mais s'il a tant à dire. Alors là, je voulais passer la parole, mais je ne la passe pas. Donc voilà. Avant de... J'exagère. Avant de passer aux agates, je voulais remercier particulièrement Philippe Mousseau, qui est le maître d'œuvre de toutes nos manifestations, et en particulier de cette soirée, la décoration, la mise en place, les victuailles, etc. Tout a été fait par lui et son équipe, parce qu'il ne parlait pas tout seul, il y a une équipe qui l'accompagne, donc je voulais les féliciter et les remercier pour ce travail remarquable, et vous pouvez les applaudir très fort, parce que vous allez voir ce que vous allez voir. Merci. Merci pour eux. Enfin, pour terminer, merci pour votre travail acharné et votre dévouement en 2024. Rendons 2025 encore meilleur. Très belle année à vous. Que 2025 soit l'année où vos ambitions se concrétisent et vos efforts se voient couronnés de succès. Qu'une bonne santé soit au rendez-vous. C'est ça le plus important. Que cette nouvelle année apporte de nouvelles opportunités et des défis inspirants. Nous vous souhaitons une année 2025 sur le signe de l'innovation, du dynamisme et du succès, une année productive, remplie de croissance et de réalisation. Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, c'est comme vous voulez. Vous en avez pas? Vous avez des questions? Oui? Evelyne Pouilladou. Madame Pouilladou, nous vous écoutons.